On a peur d'improvisation parce que c'est quelque chose qu'on ne va pas définir avant. Donc on va dire que la vie elle-même improvise. Si la vie n'improvise pas, elle n'existe pas. C'est une succession de présents qu'on va gérer présent après présent. Sauf que le principe d'improvisation va nous donner la manière d'anticiper l'action, de la produire au moment de ce présent qu'on a anticipé, et pendant qu'on produit ce qu'on a anticipé, on anticipe ce qu'on va produire. Voilà, c'est le geste de l'improvisation. Le matin, quand tu te lèves, tu n'as rien préparé. Et tout ce que tu as préparé, en général, ça foire. Ça foire parce que tu l'as préparé dans un présent qui n'est pas celui dans lequel... Tu vois, par exemple, un prof qui prépare ses cours, il va le préparer dans un état d'esprit qui correspond à un état d'esprit temporel, pour tout le monde. Il va arriver devant ses élèves, il y aura peut-être eu un événement dans la journée, un accident, un truc, ou... Eh bien, ses élèves ne sont pas du tout dans la même mentalité, comme lui, le matin, il l'était, et lui, il n'y sera pas du tout. Donc son cours, il va avoir beaucoup de mal. Il y a plusieurs types d'improvisation. Il y a l'improvisation seule et libre. On ne va pas se confronter à notre musicien, donc il ne va pas y avoir ce qu'on pourrait appeler des collisions musicales. Si on veut éviter les collisions, il faut plusieurs principes. Soit avoir un sens, c'est pour ça que l'oralité est très importante, par exemple avoir l'oreille absolue et savoir chaque note que joue la personne avec qui on joue. Et puis, surtout, si on décide de jouer dans un rythme pulsationnel, d'avoir tous les deux le sens du rythme, mais du rythme induit, organique, pas du rythme cérébral. C'est-à-dire qu'on sente les pulsations au même endroit, à des vitesses données, prévues avant. Voilà. Moi, la première chose que je regarde chez un musicien, c'est son pied. Si je vois son pied qui traduit le malaise dès qu'il y a une première syncope à l'instrument ou à la voix, ça veut dire que pour moi, l'ubiquité n'existe pas. Là, il n'est pas en état de superposition motrice. C'est qu'il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Donc, tout de suite, c'est réglé. Donc là, il y a un travail à faire. Par exemple, c'est ce qu'on fait à l'école. On fait un travail spécifique sur le rythme, l'appréhension du rythme, pour que tout le monde puisse avoir. Dès qu'on a ça, on peut jouer ensemble. C'est comme des ordinateurs qu'on va mettre en horloge synchronisée. Voilà, tout marche en même temps. Sans quoi, c'est, excusez-moi, le bordel. C'est pas possible. En ce moment, je travaille justement sur des principes de composition en temps réel avec un orchestre. Par l'imitation. C'est-à-dire que je joue une bribe d'une phrase et chaque musicien doit répéter ce que je joue. Je les fais tourner en boucle ce que je viens de jouer, je donne une autre indication à d'autres musiciens, je leur demande de monter d'intervalles et tout ça, et j'arrive à créer une œuvre. C'est incroyable, et ça marche, mais voilà. Et ça, c'est du principe oral, c'est de l'oralité. On ne va pas apprendre ça avec le solfège, surtout pas, ou avec la lecture, surtout pas. Il faut entendre. C'est pas de lire qui va nous faire entendre, c'est ça qui est très important. Alors pour l'improvisation, effectivement, si on rentre dans des choses où la pulsation est en jeu et l'harmonie est en jeu, oui, là il faut des connaissances qui sont extra, et d'ailleurs qu'on n'apprend absolument pas au conservatoire. Je suis désolé de le dire, mais ça on ne l'apprend pas au conservatoire. Ce qu'il faut surtout savoir quand on improvise, c'est qu'on va faire des erreurs. On ne va pas toujours jouer ce qu'on veut. Et c'est ça qui est formidable. Parce que ce qu'on veut, c'est très limité. Alors que le hasard fait très souvent très bien les choses. Et que l'art, et la beauté de l'art, elle n'est pas en nous, elle est à l'extérieur. Et c'est à nous d'aller la contacter. Et justement, y enlever la volonté. Celui qui veut improviser, ne peut pas improviser. Ta virtuosité, c'est la problématique malheureusement première du musicien, mais la virtuosité, c'est un cache-misère. La virtuosité, c'est un peu la peur. La peur de soi, la peur, le manque de confiance en soi. Donc
on se déguise avec la technique, on s'en sert. En plus, quand on est jeune, on n'a pas la même notion du temps, du déroulement, du défilé du temps. Donc on a peur du silence, parce que le silence c'est la mort, c'est le vide, alors que après on finit par comprendre que c'est la clé. Comme le vide, il n'y a pas de vide, quoi, ça n'existe pas. Donc en fait fournir de la matière, et en premier lieu dans le silence, justement. Parce que le silence sont des espaces, et le vide sont des espaces de réflexion. Et quand on est jeune, on a justement peur. Le rapport est très, très psychologique, hein. Je le vois avec mes élèves aujourd'hui et je leur parle beaucoup plus de ça que de technique, de langage théorique, parce que l'important c'est justement de trouver sa place à travers ces espaces. Et c'est ce qui fait la grandeur des génies, des génies en général, c'est qu'ils sont très bien là où ils sont droits dans leurs bottes, quoi. Donc ils ont trouvé leur place. C'est pas facile, c'est la chose peut-être la plus difficile. Et trouver sa place dans le regard des autres aussi, c'est compliqué. Si je veux faire par exemple un trait ou de virtuosité, si je m'induis dans le fait de faire ce trait, je le ferai jamais. Il faut que je pense à autre chose, il faut que je sois ailleurs. Donc je vais me mettre ailleurs, et je vais me mettre en observateur plutôt qu'en dans la volonté. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'y arrive pas. Par exemple, si je dois jouer quelque chose de très rapide, un mouvement très rapide, je deviens très lent à l'intérieur. En fait, ce sont des principes, mais qui vont complètement à l'encontre de ce que nous demande aujourd'hui la société. C'est ça qui est incroyable. On nous demande de tout contrôler, de tout maîtriser. Non, au contraire. Quand je voyais McCoy jouer, il se met en contact avec un monde qui est le monde de McCoy de la musique, quoi. C'est un univers parallèle, c'est autre chose. Il n'est plus lui. Je déteste le studio. Et d'ailleurs, ma grande erreur était de vouloir rectifier l'erreur. À chaque fois que je enregistrais, je disais « Ah, je réécoutais », je disais « Ah non, là c'est un peu faux » ou « Là, cette note-là, j'aurais pas dû la jouer ». C'est le plus dur, c'est accepter son erreur. On ne l'aime pas parce qu'elle n'est pas de nous, l'erreur. C'est comme si c'était quelque chose qui ne nous appartenait pas. Mais quand on pense que ça appartient à quelque chose de plus subtil que nous, là, on l'aime et on va chercher à chaque fois l'erreur, tout le temps. Parce que c'est là où est la plus belle vérité, c'est certainement dans l'erreur. On est un peu comme dans un GPS, on a un but, on veut faire passer une émotion, on veut faire passer un truc, on ne sait pas quoi, trop. C'est pour ça que les historiens de l'art, ils me font rire, souvent, quand ils disent « Oui, alors, quand il a écrit ça, il était dans... » On n'en sait foutu rien. Tout ça pour dire que les choses, elles viennent, on est des récepteurs, et puis voilà. Le swing, c'est un positionnement du temps suspendu. Ce sont des algorithmes très, très puissants, mais qui ne peuvent être faits qu'organiquement. Quelqu'un qui réfléchit le swing, qui conceptualise le swing, il ne swingera jamais. On se réfère à quoi pour le swing ? Au batteur. C'est le batteur qui donne le swing. Okay ? Donc le batteur, il va jouer cha, ba, esh, ba, esha, ba, esh, ba, et ah. En fait, tout est en l'air. Suspension. Cha, ba, ta, 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 ah. Donc tous les accents qu'on va mettre, on va les mettre là. Ce qui est le contraire de ce qu'on fait quand on joue la musique classique ou binaire en général, où c'est tan 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 tin tan taka 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 tan taka 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 tan. Là, tous les temps forts sont déplacés sur le 2 et le 4. Et en plus, la grille, le grillage, c'est des triolets, voilà, c'est tout. Mais pour le faire au violon, c'est compliqué parce que il y a un coup d'archet, swing, voilà. Il va s'acquérir si on est prêt à lâcher prise. Tous les élèves qui ne lâchent pas prise, c'est même pas la peine. Il faut lâcher prise. Il faut savoir qu'on est nul, qu'on ne sait rien de notre corps et que c'est là qu'il faut chercher les choses. En fait, notre esprit, il n'est pas là pour concevoir, inventer, créer quoi que ce soit. Il est là pour apprendre à lire l'animal qu'on est et à le comprendre, voilà, et la transcender. Quand je joue, c'est pas la musique que je vais jouer qui va me, c'est pas l'esthétique de la musique qui va plaire ou pas ça, c'est pas ça. C'est ce que je donne à travers la musique. Je pourrais jouer de la musique contemporaine, je pourrais jouer du Boulez, si j'y crois,
je vais la jouer avec autant de verve, et je sais aussi bien que le public, c'est ça qu'il veut, le public. Il comprend rien à la musique, le public comprend rien. Il peut avoir une belle mélodie, il va dire oh c'est joli, il peut avoir un truc complètement contemporain, mais s'il voit des mecs qui s'emmerdent et qui ne sont que sur le truc esthétique et de la reconnaissance et du machin, ben, c'est pour ça qu'un mec comme Johnny Hallyday, il est extrêmement puissant, parce qu'il est d'un bloc, il donne. Après, bon, on peut toujours faire des analyses, dire ouais c'est nul, c'est la daube, oui. Mais non, il donne. Il donne, voilà, le mec, on sent. Et ça fait drôle. L'autre fois, j'ai vu Véronique Sanson sur scène. Et ben, je suis désolé, j'ai pris une baffe. Et bien plus qu'avec des jeunes musiciens américains de jazz qui jouent sur des concepts extrêmement. Voilà, mais qui, voilà, où je sens pas spécifiquement de générosité ou de. Voilà, je les sens pas, je les sens ailleurs, quoi. Ou dans un truc, je sais pas, voilà. Il m'apporte la fraîcheur, il m'apporte aussi, il m'apporte une vision qui est plus la même. On vit pas dans la même époque. Excusez-moi, je vais être trivial, mais à l'époque, on n'avait pas besoin de capote pour jouer de la musique, quoi. Aujourd'hui, tout est en capote. On est obligé de mettre une capote pour tout. Il n'y a pas que pour le sexe, il y a pour la vie, pour vivre, pour son métier, pour gagner de l'argent, pour exister. Voilà, on est donc c'est ce qui m'apporte, c'est justement la vision et la compréhension de leur époque et de l'esthétique qui va se conjuguer à cette époque. Et pour pouvoir peut-être la moduler, il faut que je rentre dans cette esthétique, il faut que je puisse rentrer dans cet état d'esprit et ne pas le combattre. Il ne faut pas être en opposition avec. C'est la loi du temps. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que si on a des notions qui traversent le temps, qui peuvent traverser le temps, on va parler de Mozart par exemple, ou de Coltrane, c'est intemporel, ça traverse le temps. Mais ces notions font appel à autre chose que ce que vivent aujourd'hui les enfants. C'est ça que j'appelle les notions d'intemporalité. Et celles-là, il faut les garder, il faut qu'on soit les gardiens de ça. Donc de pouvoir vivre, essayer de comprendre ce que vivent ces jeunes aujourd'hui, c'est de pouvoir protéger ces notions d'intemporalité. Sans quoi, elles peuvent être très vite mises à mal. Mon jeu va essayer de rentrer dans leur esthétique, j'essaie de comprendre leur esthétique, donc j'essaie d'aller dans leur esthétique. C'est pas facile, puisqu'ils jouent avec d'autres clés, et ils n'ont pas les clés avec lesquelles je joue moi. Parce que eux, ils ont encore, et ça c'est important, dans leur époque, ils ont eu un enseignement aussi un peu standardisé. Nous, on n'a pas travaillé à l'époque. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mal reproduit. On n'a pas d'école de jazz, donc on reproduisait mal. Et c'est le fait de mal reproduire quelque chose qui fait qu'on est original et qu'on trouve quelque chose. Donc aujourd'hui, en fait, ce que j'essaye de faire avec les jeunes, c'est de les désapprendre, leur désapprendre, pour leur apprendre quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, qui est la couche profonde de la personnalité. Donc c'est d'aller se trouver eux-mêmes. Mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tout est fait que de couches supérieures, d'immédiateté temporellement verticale. Donc c'est compliqué. Donc pour essayer de leur faire comprendre, je suis moi obligé d'aller dans leur culture. C'est comme à apprendre, par exemple, si je veux apprendre la musique classique à un jeune mec des banlieues, je ne vais pas lui mettre la musique du Moyen-Âge. Non. Je vais travailler sur un principe de rétrochronologie, c'est-à-dire que je vais partir de sa culture et lui montrer que juste avant, le rap, là, il y avait Michael Jackson, déjà, les tout jeunes, ils l'ont oublié, puis qu'avant, il y avait James Brown, puis qu'avant, il y avait ceci, avant, il y avait ceci, puis là, on retrouve, et personne ne s'y perd. Il ne faut pas perdre les liens, quoi. Il faut savoir que le monde du violon jazz est très restreint, et on était très peu à l'époque. Donc il y avait quand même une compétition. Par exemple, j'ai mis quand même pratiquement 30 ans, 35 ans à parler à Jean-Luc Ponty. Et Jean-Luc Ponty a accepté de me parler il y a à peine un an. Hein. Donc on s'est vus, on s'est rencontrés. Oui, mais parce que plus moins on est, plus il y a de compétition. Les guitaristes s'en foutent maintenant, les saxophonistes, ça va. Donc c'est passé. Mais là, il y avait une compétition. Et j'en souffrais. Je souffrais parce que j'avais peur.
Et je me disais, ouais, oh là là, s'il y en a un qui arrive, et puis alors donc... et à un moment, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne manière de penser, et si je souffre de ça, il faut que j'arrive à résoudre le problème. Donc je me suis dit, ben voilà, en fait, une manière de rester en vie, c'est de rester en vie chez l'autre et dans l'autre, parce qu'on va lui transmettre, par son expérience. Donc je me suis dit, voilà, transmettre, ça aidera la personne à qui je transmets de mieux vivre, et moi, ça me permettra de mieux mourir. Donc, et en pensant que peut-être effectivement on a derrière ça cette obsession aussi d'immortalité, et se dire ben voilà, on va rester dans la mémoire de l'autre au moins et continuer à participer à tout ça. Et donc c'est sur ce concept que j'ai décidé que ça se ferait. Donc j'ai monté voilà, au départ sur le violon, avec le 11 têtes de violon, j'ai réuni donc une sorte d'école un peu de violon, parce que je trouvais qu'en France, on avait des spécialités comme le pinard, et que le violon de jazz, ben, c'en était une. Les violonistes de jazz au monde sont surtout français, hein, polonais et français, hein, mais surtout français. Donc je me suis dit, ben, il faut continuer, il faut préserver ça. C'est qu'il y a quelque chose. En fait, ce quelque chose, c'est le rapport entre la musique classique, donc le violon classique, l'école du violon classique, et l'école impressionniste française, qui a énormément marqué le jazz à une certaine époque, avec Nadia Boulanger, qui était consultée par Bill Evans, par Quincy Jones. Les grands musiciens de jazz américains sont venus prendre des cours avec Nadia Boulanger, il faut le savoir. Donc s'il y a eu un point de jonction entre le classique et la musique de jazz, il est là, quoi. Donc les choses ne sont jamais séparées. L'école de violon est née, on l'a faite à Calais, une académie de violon qui était un peu ponctuelle. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui venaient de loin, de l'étranger, pour suivre ces classes. Et quand j'ai rencontré Caroline Casatsu, on est parti vivre donc à Barbizon. Et j'ai tout de suite été sollicité pour reprendre la petite école du village de musique qui était en perdition. Et c'est là que le député Jean-Claude Mignon est venu voir à une fête où les élèves de cette petite école se présentaient. Il avait été complètement voir ces gamins jouer comme ça du classique, mais aussi du jazz, petit big band de jazz, dans lequel étaient d'ailleurs Thomas et David Enco, le petit Charlier. Enfin voilà, donc c'était impressionnant parce que déjà à 8-9 ans ça jouait l'enfer. Et donc, il m'a dit, vous voudriez faire quoi? Moi, je voudrais avoir un truc comme ça chez moi. Ben, je dis, moi, j'aimerais bien monter une école, voilà, maintenant que je suis installé ici. Elle me dit quoi comme école? Ben, je dis, peut-être un centre professionnel, ou sur les musiques improvisées, on pourrait avoir quelque chose d'international, un gros truc. Et il est parti tout de suite, il m'a dit, oh bon, ben, voilà, moi j'ai 3-4 châteaux à Damary, là, la mairie, on va voir ça. Et puis, dans la semaine, c'était bouclé, quoi. Donc... on a travaillé sur les budgets, ça n'a pas été facile parce que le ministère voyait ça d'un très mauvais œil. On voit d'un très mauvais œil quand quelqu'un qui n'est pas du sérail essaye d'aller dans l'éducation. J'ai eu l'agrément, mais ça a été de lutte. C'est pareil que Prost avec son écurie de Formule 1. Hein, quand ça passe, c'est difficile à passer. Bon, bref, maintenant c'est fait. Et surtout, ça a coïncidé avec donc ce centre, il existe maintenant, le centre des musiques Didier Locaux d'Amaryllis existe depuis 11 ans, et on vient de rentrer cette année en formation, donc en formation supérieure, avec Paris et Boulogne-Billancourt, en pôle supérieur donc. Et ça a coïncidé là depuis quelques mois, enfin un an, cette mission qui m'a été donc confiée par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, sur la démocratisation de l'enseignement de la musique en France, concernant les conservatoires, l'enseignement aussi associatif, les pratiques amateurs, et, enfin tout ce qui concerne l'enseignement. J'ai demandé à ce que l'éducation nationale soit associée à cette mission. J'ai monté un groupe de mission avec le ministre, qui a choisi aussi les personnalités. Il y avait des gens comme Casatsu, Claire Gibault, Michel Jonas, Manu Katché, Andy Emler, David Grimal, Bruno Montovani. Enfin voilà, on était une grosse dizaine.
Et donc on a travaillé, et j'ai travaillé beaucoup sur justement ce moyen de changer un petit peu la donne et de faire en sorte que ces populations qui sont un peu écartées par principe de ces établissements d'enseignement spécialisé de la musique puissent être intégrées. Faire en sorte aussi que la musique qu'on apprenne dans un conservatoire ne soit pas uniquement axée sur les musiques de type classique et de tradition écrite, mais qu'aujourd'hui, il fallait qu'on puisse dissocier deux manières de faire de la musique, deux façons de faire de la musique, et la musique écrite, la musique orale, la musique classique de tradition écrite, et les musiques populaires de tradition orale. Et que dans chacune de ces spécificités, on a des éléments moteurs et fondamentaux de la musique. Ils sont tous là-dedans. On a le rapport au corps avec l'oralité, on a le rapport à la théorie et au cérébral avec la musique, et au patrimoine avec la musique classique. Maintenant, il faut les protéger dans leur spécialisation, au cycle de spécialisation, parce qu'il est hors de question de toucher à l'excellence. Mais faire en sorte qu'aujourd'hui, en formation initiale, on puisse avoir, dès la première année, dès le premier contact avec la musique, les fondamentaux issus des deux pôles, en sachant qu'il faut commencer par l'oralité et le senti, l'éveil au sens, et l'approche organique, pour tout de suite, dès que c'est intégré, aller sur l'écriture. Voilà. On n'apprend pas à un bébé à lire et à écrire avant qu'il sache parler. Voilà. Je dirais plutôt que jouer la musique, je dirais parler la musique, pour pouvoir la jouer, et s'en jouer. Donc ça, c'est le principe de base de cette, entre guillemets, réforme, en tout cas de cette réorientation et cette démocratisation. Et surtout, faire en sorte qu'aujourd'hui, on n'isole plus les enseignements artistiques, et que ces pratiques et ces disciplines soient mutualisées ou associées pour que, en transversalité, chacun puisse puiser tout ce qui nous manque quand on fait qu'une pratique. Je vois par exemple dans mon école, si on n'est que dans la musique, je vais avoir peu de chances de former des artistes. Je vais former des musiciens, mais pas nécessairement des artistes et des hommes. Ça, c'est aussi important. Tout ça est relié. Donc, un musicien qui n'a pas de notion de théâtre, qui ne comprend pas comment on peut interpréter un texte, a très peu de chances d'avoir des notions musicales.